Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et chose promise, chose due, la semaine dernière dans mon flop 10 de l'année 2022, donc dans mes 10 films les plus décevants de l'année 2022, je vous ai également promis un top 10 de l'année qui vient de s'achever. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pourrez la voir à la fin de celle-ci. Les deux vidéos peuvent être vues complètement indépendamment, puis comme ça vous aurez pas d'indice sur le top 10. Il y a peut-être des films que j'ai mis dans mes déceptions que vous mettrez dans le top. On n'a pas pour habitude sur la chaîne de faire deux top 10 dans le même mois, puisque normalement c'est tous les premiers mercredis du mois, mais je me suis permis une petite incartade dans les règles, histoire de célébrer la nouvelle année et de dire bye bye à 2022 comme il se doit. Du coup, cette fois-ci, on se retrouve pour les 10 meilleurs films de l'année selon moi. Donc je vous laisse dès à présent dans l'espace commentaire me mettre vos 10 meilleurs films de 2022. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes, donc essayez de pas vous laisser influencer par la vidéo et de mettre en commentaire vos premières idées avant même que l'on commence. Je vous laisse le temps du générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer, et tout comme la vidéo Flop 10, petit avertissement. Petit 1, cette vidéo, comme toutes les autres vidéos sur ma chaîne, est 100% subjective. Tout ce que je vais dire sera donc selon mon avis, mon point de vue, ma perception, et donc mes 10 films favoris de l'année 2022. Déjà, ça ne compte que les films que j'ai vus en 2022. Ça me paraît évident, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, tu peux pas classer dans un classement un film que tu n'as pas vu, même si t'as eu des très bons échos derrière, bah tu ne peux pas le mettre, c'est juste pas possible. Ensuite, il n'y aura que des films qui sont sortis en 2022, j'ai découvert des films de 2019 par exemple, À couteau tiré dont je vous ai parlé dans une vidéo, il ne pourra pas y être puisqu'il n'est pas sorti l'année dernière. Et pour finir, et une fois encore, je le rappelle, nous n'aurons bien évidemment pas le même top. Il y aura peut-être des films en commun, il y aura peut-être des films qui moi m'ont beaucoup déçu et que vous avez adoré, à l'inverse il y aura peut-être des films que vous avez adoré et qui ne seront pas dans mon top 10. C'est pour cela que c'est si agréable d'échanger en commentaire, c'est pour cela que le cinéma c'est génial parce qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il est très rare de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts que soi et qui voit exactement les mêmes choses. Donc ce top ce n'est que le mien, mais je vous le partage avec plaisir. Fin de l'avertissement et on commence à présent avec la 10e position. En 10e position, j'ai mis un film français qui m'a très agréablement surprise. Déjà parce que j'ai découvert plusieurs semaines après sa sortie, je suis allée le voir complètement par hasard pour accompagner une amie qui voulait pas aller au cinéma toute seule. Et franchement, ça a été un très bon moment. C'est le film La Nuit du 12. Le film est sorti le 13 juillet 2022, il dure 1h54 et c'est un thriller qui se passe dans les montagnes grenobloises. Alors il paye pas de mine et en soi l'histoire est pas non plus extrêmement originale, c'est pas un film ultra audacieux, etc. C'est pas du tout ça le sujet. On est sur un thriller assez classique dans une petite ville, mais l'ambiance qui est instaurée, l'acting, la façon dont les personnages sont filmés, la façon dont la musique est posée, la façon dont l'histoire nous est racontée en fait, parce que l'histoire c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment le fait divers qui a quelque chose de proche. Enfin moi j'ai grandi en montagne, pas autour de Grenoble, mais toutes les montagnes françaises se ressemblent un peu, tout le côté un petit peu petit village, petite zone pavillonnaire, les gens qui se connaissent tous. L'ambiance m'a énormément parlé et il y avait quelque chose d'extrêmement vrai, presque réaliste, presque palpable dans ce film et j'y ai pensé plusieurs jours après et quand j'ai fait mon top 10, c'est vrai que le film m'est très vite venu à l'esprit, il m'a marqué d'une certaine manière et c'était un très bon visionnage de l'année 2022. En 9e position, nous avons un film japonais qui m'a vraiment marqué de par la dureté de sa thématique, de par la façon dont c'est traité, la mise en valeur de la culture japonaise, mais surtout la mise en valeur des problématiques sociales que le film soulève vraiment très audacieusement. C'est des sujets dont je trouve on ne parle pas assez et là ils sont abordés d'une façon un petit peu fictionnelle, presque dystopique, qui est très intéressante. C'est le film Plan 75. Le film est sorti le 17 juin, il dure 1h50, il est très beau, esthétiquement, l'esthétique est froide, les personnages sont vraiment filmés de façon assez froide, la chaleur humaine vient plus de l'interprétation des acteurs et de l'histoire en elle-même qui nous touche puisque le film traite en fait du problème du vieillissement des populations dans les pays développés et des solutions que les États pourraient mettre en place pour gérer le vieillissement de cette population. Et dans cette projection dystopique, le Japon propose comme solution une politique massive d'euthanasie volontaire des personnes de plus de 75 ans, le plan 75. Et donc on va suivre plusieurs vieilles personnes qui font face à ce choix, faut-il choisir l'euthanasie ou pas pour soulager la société, pour les générations futures ou parce qu'ils sont en galère. Enfin, c'est vraiment très intéressant, c'est presque trop réel d'ailleurs, c'est ce qui fait que le film prend aux tripes et s'adresse pas forcément à tout le monde, mais vraiment il m'a marqué de par sa thématique, de par la pureté, il y a vraiment quelque chose de froid mais de
pur et de blanc dans la façon dont c'est filmé, presque clinique par moments, et à la fois des moments super chaleureux, notamment la petite mamie qu'on suit qui est super touchante. Franchement, le film m'a marqué. Je vais suivre ce que fait Chie Hayakawa, qui est donc la jeune réalisatrice qui est derrière ce film. C'est son premier long métrage international, elle a été récompensée de la Caméra d'Or à Cannes. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est une thématique qui est très dure, qui est pas forcément accessible, mais que j'ai trouvé marquante et traitée avec une forme, avec un regard, enfin vraiment, très bon film. En 8ème position, nous allons nous orienter vers les sorties sur la plateforme Netflix et nous allons parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup puisque en 8ème position, j'ai mis Pinocchio, la version en stop motion réalisée par Guillermo del Toro pour Netflix. Le film est sorti le 9 décembre dernier, donc c'est plutôt récent et il dure 1h30. C'est un travail en stop motion qui a pris plus de 15 ans en tout et pour tout, de l'idée même du projet à la création des personnages, à sa mise en scène, au montage, etc. Donc déjà c'est un travail qui est phénoménal et moi je suis toujours en admiration devant les productions en stop motion, mais là en plus il y a un supplément d'âme dans celui-ci, un supplément de détail, un supplément de tangibilité, de réalisme, c'est vraiment superbe. En plus ils ont repris les codes du conte, mais pas le conte moderne qui te fait rêver, qui te met des papillons dans les yeux, le conte à l'ancienne où il y a à la fois du blanc et du noir, où il y a à la fois des aspects sombres et durs et des aspects qui donnent espoir et où il y a une morale, etc. Enfin vraiment j'ai trouvé que le film était très équilibré, très beau visuellement, assez marquant et je pense que c'est ma version favorite de Pinocchio. Le film de Disney m'avait pas convaincue parce que déjà il m'avait terrifiée quand j'étais gamine et puis je le trouve pas forcément abouti parce qu'on en enlève beaucoup de l'histoire originale qui a été écrite en Italie. Les différentes adaptations, il y en a eu beaucoup, il y en a aucune qui m'avait vraiment convaincue comme celle-ci, donc je trouve que c'est un excellent film et je suis très heureuse de pouvoir mettre dans mon top 10 un film en stop motion. En 7ème position, c'est un film que je ne comptais absolument pas aller voir et qui a été une très bonne surprise. C'est vraiment à cause des réseaux sociaux et notamment à cause de Twitter, enfin grâce plutôt à Twitter que je suis allée voir ce film. C'est le dernier film de Baz Luhrmann qui revient sur le personnage de Elvis. Le film est sorti le 22 juin 2022, il dure 2h39 et c'est une fable visuelle, mais tu en prends plein la vue. Visuellement, le film est superbe, avec des espèces de montages, des superpositions, des moments de transition qui sont super bien pensés. Enfin, le style Baz Luhrmann est extrêmement kitsch, extrêmement surchargé, et ça correspond hyper bien au personnage de Elvis. J'ai réellement rencontré, entre guillemets, le personnage du King dans ce film, parce que Elvis, bon, je connais vaguement sa musique de loin, je sais qu'il est très important pour la culture populaire américaine, mais je m'étais pas forcément intéressée au personnage, et j'ai appris beaucoup. Alors le film a apparemment l'objectif d'être un biopic, il est pas complet sur sa vie, il y a certains points qui ne soulèvent pas, etc., qui par ailleurs peuvent être des points plutôt polémiques, et c'est intéressant que les gens les soulignent sur le film, donc le film n'est pas le biopic parfait, entre guillemets, mais je trouve qu'il crée une sorte de mythologie. Il y a vraiment un aspect mythologisant autour du personnage d'Elvis que j'ai trouvé très intéressant et finement intégré à l'histoire américaine, aux problématiques américaines, aux problématiques raciales, aux problématiques politiques, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Le film a vraiment été une très bonne surprise, j'ai pris une petite claque en allant le voir, je le reverrai avec grand plaisir, j'ai pas du tout senti passer les 2h30, enfin vraiment très bonne surprise. En 6ème position, nous avons un film d'horreur, enfin en tout cas un film qui était annoncé comme un film d'horreur, mais que personnellement je considérais plutôt comme un thriller d'angoisse et un très bon thriller d'angoisse, c'est le film Le Menu. Il est sorti le 23 novembre, il dure 1h47 et j'ai beaucoup apprécié le film. Déjà j'ai beaucoup apprécié le casting avec Ralph Fiennes, avec Anna Taylor-Joy, avec Nicolas Hoult. Bref, le casting est très bon et la plupart des acteurs jouent extrêmement bien. Ralph Fiennes particulièrement, il est succulent dans le film, mais surtout j'ai adoré l'histoire, la construction de l'histoire. C'est pas complètement stupéfiant, c'est pas complètement audacieux, mais c'est fin, c'est bien écrit, il y a une audace mais qui est pas non plus en mode m'as-tu vu et en mode plein la vue, c'est vraiment intelligent, l'angoisse monte lentement mais sûrement, il y a un côté très oppressant avec le fait d'être coupé du monde, d'être en huis clos, d'être sur une île, il y a un truc presque sectaire dans l'ambiance qui nous est présentée, enfin franchement c'est très intéressant, la critique sociale est très finement amenée, vous le savez, je ne supporte pas quand le message du film prend le pas sur l'histoire, c'est quelque chose qui me fatigue dans les productions cinématographiques, notamment les productions récentes, et là c'est pas du tout le cas, il y a un message, il y a un vrai message qui est très intéressant, le film est même un film méta, donc il fait du méta-cinéma, c'est un film qui parle du film, qui parle de l'industrie du film, qui parle de l'industrie de la culture, qui parle de l'industrie cinématographique, mais subtilement, avec intelligence, j'ai trouvé ça très bon. Je m'attendais à un film d'horreur sur le cannibalisme et c'est pas du tout ce que j'ai eu et j'étais très contente d'avoir été surprise comme ça, j'adore être surprise au cinéma, très bon visionnage, très bon souvenir. En 5ème position, on reste sur le film d'angoisse, film d'horreur, film un peu gore, avec Bones and All, qui a également été une très bonne surprise cette année. Il est sorti le 23 novembre 2022, il dure 2h10 et je l'ai trouvé
charmant. J'ai trouvé que ce film avait du charme mélancolique et très lent. Le film est très lent, hein. Si vous voulez de l'action, si vous voulez quelque chose de super dynamique ou de super gore et de super horrifique, vous orientez pas du tout vers ce film-là, c'est pas du tout ça qu'il propose. C'est par le réalisateur de Suspiria et de Call Me By Your Name, on a retrouvé un petit peu cette ambiance un petit peu lourde, mais où les choses progressent lentement et tu découvres petit à petit tes personnages, et tu découvres petit à petit les enjeux, mais c'est vraiment très intéressant. Ça a été également une très bonne surprise. En plus, je ne m'attendais pas du tout à l'aspect ultra violence, ultra gore visuel, vraiment graphique du film. Ça m'a très agréablement surprise parce que c'est quelque chose que j'aime quand c'est bien fait, et avoir de la violence graphique au cinéma ne me gêne pas, mais évidemment c'est pas pour tout le monde. Et le film a une espèce de simplicité, une mélancolie un petit peu poétique, un regard sur la société qui est vraiment intéressant et qui est tout en légèreté d'une certaine manière, je sais pas comment dire ça prend pas le pas sur l'histoire, mais c'est là comme en filigrane, un petit peu comme les musiques qui se passent dans la voiture. La romance m'a touchée. Je trouve que Timothée Chalamet et Taylor Russell, qui incarnent les deux héros de l'histoire, sont fascinants et fonctionnent très bien ensemble. Bref, c'est un autre regard sur la marginalité, c'est un autre regard sur les monstres. J'ai trouvé ça captivant. Vraiment, ça m'a captivée, ça m'a un petit peu hypnotisée d'une certaine manière. Le film a quelque chose d'hypnotisant, de lancinant, mais de fascinant. J'ai beaucoup aimé, sans compter qu'il y a beaucoup de couches de lecture, beaucoup d'interprétations qui peuvent être faites sur la société de consommation, la chair, la relation au corps, etc. Enfin bref, franchement, j'ai très envie de le revoir et c'est un film qui va me marquer de cette année. Nous passons à la 4e position, et en 4e position, j'ai mis un film qui était ultra attendu cette année. Oui, vous savez déjà de quel film je parle, c'est évident, j'ai mis Avatar. Deuxième opus, The Way of Water, donc la voie de l'eau. Pourquoi je l'ai pas mis en première position? Parce que il est pas aussi iconique, il est pas aussi renversant, et il est pas aussi surprenant que les films que j'ai mis en première position. Je sais pas comment vous dire ça. Au final, je m'attendais à quelque chose de grandiose, et j'ai eu quelque chose de grandiose. Donc, peut-être que ça gâche un peu le plaisir, mais je trouve que la 4e position c'est déjà très honorable et c'est déjà très bien. J'ai passé un très bon moment devant Avatar 2. Je compte d'ailleurs aller le revoir ce mois-ci vu qu'il est toujours en salle, puisque le box-office est décapant. Tous les gens qui ont dit que ce film allait finir aux oubliettes, désolé pour vous, voilà. Le pronostic était pas fifou, mais d'un autre côté, parier contre Cameron en général, c'est pas un très bon plan. Cameron, c'est un tueur de box-office, donc ça ne m'étonne pas du tout. Moi, personnellement, j'irai le revoir ce mois-ci, j'espère en 4DX s'il y a des séances. J'ai passé un très bon moment. Franchement, les 3 heures de film passent comme un rêve, c'est captivant, c'est beau, c'est très beau, c'est innovant, c'est visuel, c'est poétique. Le scénario est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un scénario qui n'est pas parfait. Le film, comme je l'ai dit dans ma vidéo, et je vous renverrai plus largement dans ce que j'ai dit dans ma seconde vidéo où je revenais un peu plus à froid sur le film n'est pas parfait, mais je pense que c'est toute l'essence de cette licence de pas chercher la perfection artistique, mais plutôt de chercher la technique, et que la technique soit au service du rêve. Ce film, c'est un rêve, c'est un fantasme presque enfantin, presque naïf, et moi ça m'absorbe complètement, et j'ai passé un super bon moment, et j'ai trop hâte de voir le 3. Je suis certaine que les 2 milliards de recettes que James Cameron voulait vont être atteints, si ce n'est sur l'exploitation purement cinématographique, au moins sur l'exploitation globale avec les produits dérivés, etc. Je suis certaine que ça va marcher. J'ai trop hâte de voir la suite. Vivement 2024. Et nous arrivons sur le podium, mes petits coups de cœur de l'année. On commence avec un film de Robert Eggers, qui est un réalisateur que j'adore, et son dernier film c'est The Northman. The Northman, c'est un film qui est sorti le 22 avril 2022. On y retrouve par ailleurs Anya Taylor-Joy, dont je vous ai parlé dans le menu, donc Anna est dans 2 films de mon top. Elle est aux côtés de Alexander Skarsgård, elle est aux côtés de Nicole Kidman, qui est toujours aussi magnétique, de Ethan Hawke, de Willem Dafoe. Bref, le casting est insane, et le casting fonctionne super bien, et le film est super. Pour moi, ça a été littéralement 2h17 de claques visuelles. On est dans une sorte de 300 versions nordiques, avec des mecs torse nu filmés de façon très visuelle, contre-jour, des trucs hyper mystiques, toute une partie qui est hyper mythologisante et hyper mystique, et je trouve par ailleurs que dans ce film particulièrement, dans beaucoup de ces films, la réalisation et le style de réalisation de Robert Eggers parlent beaucoup à la réalisation de Zack Snyder. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, je trouve qu'il y a quelque chose entre les deux, quelque chose de très mythologisant, quelque chose de très héroïsant visuellement, et là ça se ressent vraiment dans ce film. J'ai passé un excellent moment, c'est très violent, c'est très visuel, c'est très galvanisant, il y a quelque chose de surviril, mais à la fois avec une grande sensibilité spirituelle. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Honnêtement, il y a plusieurs plans qui m'ont marqué, rien que vous reparlez du film, j'ai plusieurs plans qui me reviennent, le plan de la Valkyrie, le plan du corps. Vraiment, j'attends la première réalisation de Robert Eggers avec beaucoup d'enthousiasme. En plus, il est supposé faire un film qui reprend les films de Nosferatu, qui sont parmi mes films de vampires favoris, donc j'ai juste trop hâte. Et The Northman est et reste un de mes coups de cœur de l'année.
Seconde position, une autre claque visuelle en salle. Vraiment, c'est un film, je savais pas trop à quoi m'attendre. Il avait extrêmement bien fonctionné aux États-Unis, on en parlait beaucoup. Et du coup, comme toujours, quand on parle énormément d'un truc et qu'il y a trop d'enthousiasme, je me méfie. Donc, je suis allée le voir avec un statut de méfiance. J'avais envie de découvrir ce dont tout le monde parlait, mais j'étais méfiante. Et je suis quand même tombée sous le charme de Everything Everywhere All at Once, qui est sorti au cinéma aux États-Unis le 11 mars et qui est arrivé chez nous fin août. Le film dure 2h19 et c'est 2h19 d'explosion. T'as l'impression que le film explose devant tes yeux, c'est échevelé, c'est artistique, c'est décadent, c'est décalé, c'est humoristique, mais c'est aussi sérieux, c'est... Je sais pas comment dire, ce film, t'as vraiment l'impression de le vivre physiquement. Je me souviens encore de l'expérience, surtout le passage où il y a tous les visages qui se superposent. Enfin, il y a plein de passages qui sont hyper marquants, les cailloux, les doigts. Je veux pas en dire plus, mais franchement, ce film, je l'ai trouvé... Enfin, il me reste beaucoup de mon expérience de cinéma, c'était hyper enthousiasmant, j'ai presque peur de le revoir sur petit écran, j'ai presque peur de le revoir chez moi sur ma télé, pour pas que, je veux pas que ça gâche ce souvenir que j'ai en salle avec ce film, c'était super bien, c'est ultra audacieux, pour le coup si on parle d'audace, ça c'est audacieux, ils vont jusqu'au bout du concept de multivers que Marvel a timidement tâté du doigt comme ça, ils sont arrivés, Marvel ils ont ça a l'air pas mal, financièrement ça va marcher, mais ils l'ont juste tâté, eux ils ont défoncé la gueule au concept de multivers, enfin vraiment, il y a des trucs qui vont trop loin pour moi et c'est pour ça que le film sera pas en première position parce que des trucs qui vont trop loin pour moi dans ce film, des trucs un peu caca pipi, tout ce qui est en rapport avec les orifices humains, je suis pas fan, voilà. Mais en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a à manger pour tout le monde dans ce film, il y a de tout, il y a des trucs hyper spirituels, il y a des trucs hyper caca pipi, il y a des trucs hyper sexuels décadents, franchement il y a de tout, pas fan non plus des costumes un peu trop extravagants on va dire, même si esthétiquement ils sont intéressants. Je trouve que le film est à voir et c'est un film que j'ai trouvé mémorable et j'ai vécu une très bonne expérience en salle et rien que pour ça je les en remercie. C'est surtout, il y a peu de films, tu vas les voir et t'as l'impression qu'ils explosent devant tes yeux et ce film là il a fait boum, il a fait kaboum devant moi et franchement c'était jouissif. Je pense que pour le coup c'est un film qu'on devrait passer de temps en temps en salle, même si c'est plus l'actualité du moment, parce que ah, qu'est-ce que c'était bien de voir ça sur grand écran. Avant que nous en arrivions à notre première position, je vous propose quelques petites mentions honorables qui n'ont pas eu la chance d'apparaître dans le top 10, mais qui sont quand même de très bons films de cette année. Tout d'abord le thriller franco-espagnol Asbestas que j'ai beaucoup apprécié. Il y a on va dire quelques fragilités, les paysages sont sous-exploités, il y a des passages qui sont un peu longs, il y a une actrice en particulier qui est vraiment en dessous, mais le film est très sympathique, le suspense est intense, le film est très tendu en fait et tu restes sous pression pendant tout le film et c'est ce qui fait que j'ai quand même passé un très bon moment. The Batman, certains l'ont détesté, certains l'ont adoré, j'ai beaucoup aimé mais avec le recul pour moi c'est pas du top 10 de l'année parce que, je sais pas, il y a quelques scènes qui me restent profondément marquées, notamment la scène de la course-poursuite qui est incroyable, la scène finale où il est dans l'eau qui est superbe. Visuellement, le film est très beau. Peut-être un peu lent, peut-être un peu long, je sais pas exactement, ce qui fait que j'en garde pas une expérience mémorable au cinéma, mais j'ai quand même passé un très bon moment, j'aurais quand même envie de voir une suite s'ils en font une. Je ne cracherai pas sur le Batman de Robert Pattinson, honnêtement. Beaucoup ont une vision très mauvaise, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne interprétation, j'ai apprécié le fait qu'il y ait une complète disparition, ou quasi complète disparition de Bruce et que ce ne soit plus que Batman, en fait j'ai trouvé ça très intéressant, mais je sais pas, le film m'a pas assez marqué au final. Je pensais que si, mais au final non, pas assez. Mais la scène de course-poursuite, une pépite. Un film Netflix, à l'Ouest, rien de nouveau. J'ai beaucoup aimé, en plus ils l'ont sorti 1 à 2 semaines avant l'anniversaire de l'armistice de 1918. Je trouvais que le film était très intéressant. Malheureusement, le gros bémol du film, c'est que ils l'ont appelé comme le livre, à l'Ouest, rien de nouveau. Or, il ne s'inspire que partiellement du livre dans le film, ils rajoutent beaucoup d'autres événements, ils en enlèvent beaucoup, ils en rajoutent d'autres. Donc je trouve qu'ils auraient dû trouver un autre titre, proche peut-être, mais pas équivalent au titre du livre, mais c'est vraiment le principal bémol, parce que sinon le film reconstitue de façon très intéressante les tranchées de 14-18 et donne le point de vue allemand fait par un réalisateur allemand, et c'est quelque chose qui me manquait, je pense, au regard qui est porté sur cette guerre, donc je trouve ça très enrichissant. Un autre film français qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est le film Simone, qui revient donc sur la vie de Simone Veil. Le film est très bon. Le film, en fait, c'est un regard sur l'histoire française du XXe siècle, à travers le personnage de Simone Veil, mais on parle
beaucoup de la France et on parle beaucoup de la population française et de ce qui secoue la France à cette période. Et le film est très intéressant, il y a un montage qui est audacieux et des passages qui sont visuellement très intéressants. C'est pas chronologique donc c'est pas lourdingue. Le personnage de Simone Veil est par ailleurs un personnage fascinant de la politique et de l'histoire française. Donc franchement, je vous le recommande. Je sais qu'il fait partie des films qui ont le plus marché cette année en France et pour moi c'est 100% mérité parce que c'est un très très bon film. Et on termine avec un film d'horreur, petit budget, grosse frayeur et surtout gros kiff, le film X que j'ai beaucoup apprécié. Pour le moment je suis toujours en attente que sa suite, enfin plutôt son préquel sorte au cinéma, le préquel Pearl, malheureusement c'est pas encore annoncé, je suis très triste. Mais j'ai beaucoup apprécié découvrir le film X, j'espère voir Pearl au cinéma. Franchement c'est un film qui est efficace, qui est vraiment un hommage au slasher et au film d'horreur un petit peu à l'ancienne. J'ai beaucoup apprécié, l'acting est très bon, c'est original, c'est sympa, c'est kiffant. C'est vraiment du bon film d'horreur petit budget comme on les aime. Mais pour notre numéro 1, nous n'allons pas du tout parler de petit budget, nous allons parler du blockbuster qui a défrayé l'année. Vous savez déjà de quel film je parle, mais je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre en numéro uno. C'était une évidence. Mon numéro 1 de l'année 2022, c'est Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, le film original. Je l'ai préféré au premier, ce qui est extrêmement rare pour une suite. Déjà une bonne suite, c'est extrêmement rare. Mais alors une suite qui est meilleure que le premier film, là c'est... Voilà, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pu partager cette expérience cinématographique avec mon papy qui était un grand fan du premier film et qui je pense aurait adoré ce second opus et aurait adoré aller le découvrir avec toutes les nouvelles techniques etc. J'ai vu le film en 4DX, c'était super. Enfin franchement Top Gun Maverick c'est le truc qui a tout raflé cette année. Enfin pour moi c'est quasi incontestable, c'est excellent. Pour moi Top Gun Maverick c'est le king incontesté de l'année, le film est très très bon, simple. C'est simple, c'est la recette années 90 quoi. C'est très simple mais c'est super efficace. Puis je dis ça, je dis rien, il a quand même quasi réanimé les salles françaises cette année. Entre lui et Avatar 2, je pense que c'est un peu ça qui a sauvé l'industrie des salles cette année en France parce qu'on partait sur des trucs pas très positifs et pas très encourageants malheureusement pour nos cinémas. Et entre les entrées qu'a fait Top Gun Maverick et les entrées qu'a fait Avatar 2 en fin d'année, je pense que c'est un petit peu ça qui a redressé la barre. Mais franchement, Top Gun Maverick, j'ai kiffé, c'est de la kiffance, c'est jouissif. Et alors le pire c'est que j'ai constamment envie de le revoir ce film. C'est vraiment pour dire à quel point j'ai passé un bon moment devant le film. Parce que je l'ai quand même déjà vu 2 fois au cinéma, ce qui est très rare dans mon cas. Mais il y a quelque chose dans ce film qui fait que cette simplicité, il y a un côté bonne franquette, efficace. En fait, c'est un film qui est ultra efficace, qui est jouissif, qui est bien écrit. La romance est pas lourdingue, les personnages sont touchants, tout en n'étant pas dans la mièvrerie absurde. L'histoire, elle est dans l'action, elle est efficace, mais il y a quand même un fond sur la relation au père, etc. C'est pas juste de l'action pour de l'action, on explose des trucs. Il y a quand même un background de on n'explose pas des trucs pour se faire plaisir non plus. Franchement, je sais pas quoi vous dire, c'est très bon, c'est très bon. Quand c'est bien, faut le dire, parce que c'est très très bien. À mon avis, c'est un futur classique. Je crois que c'est déjà un classique d'ailleurs. Donc voilà, Top Gun Maverick, le king de l'année, le numéro uno de mon top 2022. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce top 10 et ces petites mentions honorables. J'espère également que vous avez laissé en commentaire votre top pour me donner vos 10 meilleurs visionnages de 2022. J'ai très hâte de les voir parce qu'en général, on n'a pas du tout les mêmes tops et c'est ça qui est cool, c'est de voir qu'on n'a pas du tout perçu l'année cinématographique de la même façon, qu'on n'est pas forcément déjà allé voir les mêmes choses et qu'en plus on n'a pas aimé forcément les mêmes films et on mettra pas le même numéro 1 forcément. Même si je pense que Top Gun c'est quand même un film qui a massivement plu, ça se voit déjà aux entrées qu'il a faites, mais je pense que c'est un film qui a massivement convaincu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et en plus ça me soutient dans ce que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas encore allé le voir, il y a mon flop 10, les 10 déceptions, à l'inverse de ce top 10, les 10 déceptions de l'année 2022, les 10 films qui m'ont le plus déçu au visionnage de l'année qui vient de se passer. Et pour savoir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé pour l'année qui arrive, le mois dernier je vous ai fait le top 10 des films que j'attends le plus en 2023. Donc activez la cloche pour être tenu au courant de toutes les futures sorties, les futurs avis sur les films d'actualité. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne année 2023 et de très bons visionnages à venir. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, comme toujours, à très très vite. Ça fait pas joli ça. Ce sera comme ça et pas autrement. Je sais pas encore trop comment coiffer mes nouveaux cheveux. Il faut vraiment que je mette un autre pull. Mon pull noir à moumoute. Du coup je suis habillée comme au nouvel an. Mais c'est mieux. Allez, confie.
Bonjour à tous, et bien avec Anna Taylor-Joy, avec Nicolas, enfin, avec Ralph Fiennes, avec des mecs torse nu filmés de façon... Je crois que je l'ai vu en 3D et en salle Dolby. Franchement, ça valait le coup. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai filmé mon flop 10 et mon top 10 à la suite. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, entre temps, je suis allée me calmer. J'ai fait le truc qu'il faut absolument pas faire, j'ai d'abord filmé les déceptions et ensuite j'ai filmé le positif. Ensuite j'ai voulu filmer mon truc de positif, mais si vous avez vu mon flop 10, je me suis un petit peu énervée. Voilà, j'ai été un petit peu frustrée sur la fin du top. Du coup j'ai dû aller me calmer entre les deux pour pouvoir faire sereinement ce top 10 et être dans la positivité. Mais honnêtement, dès que j'ai commencé à parler de cette année, j'avais le smile, je pense que ça s'est senti, et plus j'avançais dans mon top 10, plus on était sur des bonnes expériences cinématographiques, et d'ailleurs plus je me suis mis à parler, j'ai encore méga blablaté comme d'habitude. Déception de l'année, j'ai ressenti une profonde frustration. Dans mes bons visionnages de l'année, j'ai ressenti un profond plaisir, donc c'est pour dire à quel point c'est des films qui me font encore de l'effet, comme on dit, voilà. Je vais pas plus vous embêter, je vais aller finir mon café, puis ensuite je vais aller me mettre au lit parce que là il est 22h30. Parce que pour moi c'est la reprise, c'est la fin de vacances. Et voilà, quand t'as deux activités c'est un peu compliqué. Alors YouTube c'est pas une activité, c'est pas un travail, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Et je n'ai pas du tout envie, parce que je suis très têtue, je n'ai pas du tout envie de réduire le temps que j'accorde à YouTube. Donc je vais essayer de nouveaux équilibres psychiques pour établir la balance et essayer de dormir un peu plus. Je dois respecter un petit peu plus ma propre santé, oui. Je vous remercie d'avoir suivi cette scène post-générique. Ciao.